Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis, c'est le libre journal des controverses. Je salue mon prédécesseur, mes prédécesseurs du libre journal de géopolitique profonde avec Nicolas Stocker et Lara Stam, les merveilleux Nicolas Stocker et Lara Stam. Ils recevaient notre ami Dimitri de Kochko et je vais devoir faire une annonce, mais j'attends qu'il me donne le texto parce que j'ai déjà oublié l'annonce que je dois faire. Je crois que c'est un 21 novembre. Mais je sais plus ce que c'est exactement, donc faut me l'envoyer par texto. Voilà, je dis tout, c'est la transparence ici à Radio Courtoisie. Donc je salue les amis de Libre Journal de Géopolitique Profonde. Voilà, ils me font des coucous, mais j'oublie, on me donne des annonces et je les oublie, donc je leur dis à chaque fois, mais écrivez-les moi pour pas que je les oublie. Mais je les oublie, j'ai une tête de linotte comme on dit ici, de par Radio Courtoisie. Bien sûr, je salue évidemment nos amis qui sont au standard, Patrice et Sylvie. C'est le duo de la belle écriture, donc appelez-les à fond. Je sais que vous aurez beaucoup de choses à dire. Je salue aussi, tiens, frère Thierry est passé nous voir. Un petit coucou de frère Thierry de la librairie française. Allez à la librairie française, un peu là, vous cultivez tous les livres qui n'existent pas à la Fnac, chez Amazon et chez tous les autres sont bien entendu à la librairie française. C'est rue Le Courbe, le numéro, je ne sais plus rien exactement, rue Le Courbe dans le 15e arrondissement. Donc allez voir nos amis de la librairie française. Aujourd'hui, ce sont les 10 ans du Bataclan, du fameux 13 novembre. Et pour cela, je reçois la journaliste Marie Pinsard, qui a écrit un excellent livre de témoignages. 13, Zineb raconte l'enfer du 13 novembre avec 13 témoins au cœur des attaques aux éditions Ring. Marie Pinsard. Bonjour chère Marie. Bonjour Mike, bonjour aux auditeurs. Ce livre de témoignages, il le fallait, on avait besoin. Alors, en fait, c'est un livre, il faut le préciser, il a 10 ans ce livre. Donc, c'est des témoignages qui ont été recueillis, peut-être pas immédiatement après, mais autour du mois de janvier, février, mars, 2016. Alors, je dois préciser avant tout que ce livre n'est plus vendu, puisque D'accord. les éditions Ring n'existent plus. Ah oui, c'est vrai. Oui, ouais, elles n'existent plus. Et que il y a eu quelques controverses au sujet de ce livre, pour reprendre le titre de ton émission, à savoir que Zineb El Razoui devait l'écrire, et je devais simplement collaborer, c'est-à-dire recueillir les témoignages. Et puis il s'est trouvé que par des tas de circonstances sur lesquelles je ne vais pas m'étaler, je me suis retrouvée à non seulement enquêter, mais aussi écrire 10 des 13 témoignages qui sont dans ce livre. Voilà, donc ce livre, alors est-ce qu'il était nécessaire ? Oui, maintenant il l'est, je crois. Je pense que sur le moment, c'était un petit peu tôt pour le faire. Il y avait un petit côté, alors je vais pas cracher dans la soupe, mais il y avait un petit côté rapace aussi à tout de suite prendre sur le vif les témoignages. Il y avait un intérêt quand c'était, par exemple, les témoignages des pompiers, les témoignages des psychiatres. Mais peut-être que pour les victimes, c'était un petit peu tôt, parce que le 13 novembre était encore très chaud dans les têtes au mois de janvier, quand on a amorcé le livre. Et il y avait beaucoup de victimes qui, évidemment, ne souhaitaient pas témoigner. Enfin, c'est pas qu'elles ne souhaitaient pas, mais c'est que, évidemment, c'était très dur pour elles. Et puis, il y a ce côté un peu racoleur quand même, enfin, d'aller voir tout de suite les gens et leur dire: «Alors, vous allez bien ?» Comme dirait Léa Salamé. Donc je pense qu'il est peut-être important maintenant de le relire, avec 10 ans d'écart. Sur le moment, hormis les témoignages à chaud qui peuvent être intéressants, j'entends notamment celui du professeur Tourtier, qui est médecin-chef de la brigade des pompiers de Paris, qui a fait les théâtres de guerre en Afghanistan et qui a observé que ce théâtre de guerre, il l'observait à Paris maintenant. À part quelques témoignages, je pense que c'était un peu tôt.
Mais c'était une volonté de l'éditeur, hein, de faire des choses très vite. Et justement, qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Alors, en 10 ans, qu'est-ce qui a changé? J'ai envie de dire pas grand-chose. Alors si on s'en tient stricto sensu à la partie administrative, à la partie organisation des services, il y a des choses qui ont changé. Ça a reconsolidé quand même, après le 13 novembre, ça a reconsolidé quand même, les services de renseignement qui, n'oublions pas, avaient été gravement abîmés par Nicolas Sarkozy. Oui, il a supprimé les RG. Il a supprimé les RG. Il a complètement éclaté un système qui, bon, fonctionnait, je ne suis pas spécialiste des RG, mais enfin, qui fonctionnait plutôt pas mal. Et les policiers d'ailleurs s'en sont plutôt plaints, hein, ceux qui sont en renseignement sont loin d'y avoir trouvé leur compte. Ils ont vu vraiment un avant et un après euh, qui a donné. Alors, est-ce que c'est ce démantèlement qui a abouti aux attentats? Peut-être pas, on ne peut pas savoir, il n'y a pas de risque zéro, hein, on est en guerre, et il n'y a pas de risque zéro. Mais en tout cas, ça a eu le mérite, entre guillemets, c'est très maladroit comme formule, le mot mérite, mais ça a eu le mérite quand même de repenser les renseignements généraux, les renforcer. Donc c'est vrai qu'on a maintenant quand même un service de renseignement qui est peut-être plus cohérent, qui a quand même déjoué pas mal d'attentats en 10 ans. Faut le préciser, heureusement que toute la population n'est pas au courant des attentats déjoués parce qu'on vivrait dans une psychose permanente, mais ils le font en tout cas. Et l'autre vision des choses qu'on peut avoir, ce qui a changé aussi, c'est la disparition. Enfin, la disparition. En tout cas, le fait que l'État islamique n'a plus de territoire, là, actuellement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Oui, mais est-ce que, oui, en effet, on a parlé à l'époque d'État islamique. Bon, après, ceux qui ont attaqué, c'était des gens, je vais pas dire bien de chez nous, parce que parmi eux, il y avait des Belges. Oui, il y avait Voilà. Mais est-ce que ces gens-là n'auraient pas attaqué en réalité sans l'État islamique? Est-ce qu'ils avaient, voilà, est-ce que Alors, là, non. Là, en ce qui concerne les attentats du 13, la rafale d'attentats, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Bataclan, hein, il y a quand même le Stade de France aussi, d'abord. Enfin, le Stade de France, c'était quand même un sacré loupé. Hein. Alors, c'était un loupé, parce que je crois qu'il y a eu un problème de ceinture d'explosifs, en fait. Mais ça pourrait être à quelques minutes près, il y avait la foule en dehors du stade. C'est-à-dire qu'à quelques minutes près, c'était un carnage. Mais tu sais, à quelques minutes près, moi je vais raconter une anecdote que j'ai eue justement ce 13 novembre, que je raconte pas, mais je vais la raconter aujourd'hui. C'est que moi j'habite à côté de la mairie du 18e arrondissement, enfin pas loin, voilà, à 500 mètres. Et je passe très très souvent, plusieurs fois par jour, devant la mairie du 18e arrondissement, qui est Jules Geoffrin. Bon. Il se trouve que ce soir-là, j'étais à Jules Geoffrin, et j'ai appris quelques semaines plus tard que Salah Abdeslam était à ce moment-là Jules Geoffrin, qu'il avait sa mitraillette. Et je sais plus quelle heure, je sais plus si c'était 22h30, je sais pas quoi, voilà. Et moi j'étais genre une demi-heure avant. Et j'ai appris qu'il était Jules Geoffrin, au même endroit où j'étais une demi-heure ou 20 minutes ou 15 minutes plus tard, je ne sais pas. Voilà. Que lui a dit que en fait il avait réfléchi, que bon, il n'a pas voulu. Bon, ça, je ne sais pas. Moi, je pense plutôt que son arme était peut-être rayée. Et il faut connaître la mairie, la place de Jules Geoffrin, où il y a la mairie de 18e. Il y a 2 grands cafés, dont un café qui s'appelle le Nord-Sud, qui est, en tout cas à l'époque, bondé de monde. Moins aujourd'hui, parce que bon, les gens ne sortent plus. Mais bon, en tout cas à l'époque, il était blindé de monde. Et je sais que dans sa fuite, il a pris la rue du Mont-Cenis jusqu'à la place Albert Kahn. Je vois aussi. Voilà. Et que sur la place Albert Kahn, une voiture l'attendait. Et je me disais quand même, mais ce soir-là, à quoi tient la vie? À quoi tient la vie? Oui. Je me suis dit, ce soir-là, alors que on était à un quart d'heure, 20 minutes, au même endroit où il y avait Monsieur Salah Abdeslam. Si peut-être son arme n'était pas enrayée,
Peut-être serait-il parti au café parce que son frère, lui, s'est fait exploser dans un café. Bon, peut-être que lui aussi devait se faire exploser dans un café, ou peut-être qu'il devait tirer sur les gens du café. Et en fin de compte, ça ne s'est pas produit. Voilà. Et je me suis dit quand même, là, je me suis dit, waouh, à quoi tiennent les choses? Ah bah, à quoi tiennent les choses? Oui, bah, c'est la question qu'ont dû se poser tous ceux qui sont, comme par hasard, sortis sur une terrasse fumer une cigarette à ce moment-là, à un moment où les rafales de Kalachnikov arrivaient. Évidemment, c'est même pas une minute près, c'est une seconde. Enfin, c'est bien sûr, on peut s'interroger sur la destinée, bien évidemment. En ce qui concerne, comme tu le disais tout à l'heure, ces types qui auraient pu le faire tout seuls. Là, en ce qui concerne le 13 novembre, c'est particulier, c'est la volonté de l'État islamique que de faire cette rafale d'attentats, de plonger ce samedi, ce vendredi, c'était le vendredi ou le samedi, je sais Je plus. sais plus. Je Je crois que c'est c'était plutôt vendredi. Non, c'était vendredi. c'était vendredi, C'était hein, c'était vendredi 13, ouais. C'était le vendredi, oui. De plonger dans l'horreur ce vendredi, ce week-end qui s'annonce. Bon, c'est typiquement français, parisien, occidental, etc. On est vendredi soir, il fait très doux. Chance pour les terroristes. Mais cet attentat, il était planifié en réalité depuis déjà longtemps. Les services secrets, les renseignements savaient qu'il y avait un attentat qui allait se Et c'est vrai préparer. que les services syriens ont prévenu les services français. Alors oui, il y a eu cette fameuse, alors, on va reprendre controverse parce qu'effectivement, à savoir qu'il aurait été hors de question d'accepter la liste de renseignements fournis par les services syriens. C'est tout à fait possible parce que la Syrie de Bachar el-Assad observait ce phénomène avec beaucoup d'acuité. Ils avaient des listes, ils sont très bien renseignés, hein, c'est quand même un État aussi policier. Et il est hors des questions de collaborer. Je pense que ça, effectivement, il y a, et encore une fois, c'est tout un enchaînement de choses qui sont liées à la structure administrative qui fait qu'à un moment donné, il y a des blocages qui se font. Et je pense qu'on a assoupli un petit peu ça en ce qui concerne les renseignements, justement pour passer outre ces ingérences supposées étrangères, parce que bon, on ne peut pas se permettre dans un pays en guerre, parce qu'on est en guerre, de se passer de l'information d'où qu'elle vienne. Donc il y a ça d'une part. D'autre part, les services de renseignement, quoi qu'il en soit, savaient qu'il allait y avoir une rafale d'attentats. Ils ne savaient pas quand, mais il y avait déjà des mises en place, en particulier en ce qui concerne les secours. Pas tant pour prévenir, mais plutôt pour guérir. C'est-à-dire que le matin même, le hasard a voulu qu'à la brigade des pompiers, justement, du professeur Tourtier, on fasse une simulation de sauvetage après un attentat terroriste. Donc ils ne savaient pas évidemment que le soir même, que c'est une répétition pour le soir même. Donc on était au courant. Non pas du 13 novembre, hein, il faut pas. Le cynisme des politiques existe, mais je pense que s'ils avaient su ce qui allait se passer le 13, évidemment, ils auraient absolument tout fait pour l'empêcher. Mais en tout cas, la menace était bien là, et il ne faut pas oublier que non, là, ce ne sont pas des loups solitaires, ce ne sont pas des fêlés du bocal qui, à un moment donné, se sont mis une ceinture de dynamite et à 3 mecs se sont dit, bah tiens, on va prendre le Bataclan. Non, tout ça a été très étudié, c'est très minuté. Il y a eu, effectivement, c'est un petit peu foiré au niveau du Stade de France, question de timing sur des ceintures explosives. Il y a un témoin qui raconte qu'à un moment donné, sur un pont, il a vu. Alors après, les souvenirs sont fragiles parce que avec le traumatisme, évidemment, on peut aussi avoir cru, voir, entendre, etc. Mais il semblerait qu'un des terroristes, après avoir déposé ses collègues au Stade de France, ait passé un coup de fil en disant « colis livré ». Donc il y a eu une erreur de timing qui a évité le pire. Il y a eu malheureusement Manuel Dias qui est mort, mais il y a eu moins de dommages évidemment par rapport aux terrasses et au Bataclan, au Stade de France. Mais tout ça est minutieusement organisé. Le Bataclan, il faut avoir les plans.
Il faut avoir le timing exact pour aller du Stade de France au Bataclan vendredi soir. Il faut savoir où se trouvent les terrasses. Tout ça a été minutieusement préparé par l'État islamique, qui, à l'époque, est un véritable État. Alors, il a un État avec, certes, qui s'est installé à la frontière entre l'Irak et la Syrie. Donc, il a un territoire, mais son empire s'exerce au-delà de ce territoire. Et comme il a pris des leçons de ses maîtres, qui étaient d'un côté les soviétiques et de l'autre côté les États-Unis, puisque ce sont des produits de la guerre froide, hein, eh bien, ils savent s'organiser, ils savent planifier des attentats, ils ont des services de renseignement partout dans le monde. Et donc, cet attentat, en fait, c'est un attentat politique. C'est une volonté de terrorisme de régner par la terreur. L'État islamique, son but, c'est en fait d'installer le califat, un grand califat, et de rassembler tous les musulmans sous une seule bannière, celle de l'État islamique, avec une application, une orthodoxie et une orthopraxie du salafisme. C'est-à-dire que quand les premières victimes, et alors j'aime pas dire ça parce que tout le monde dit oui, non, c'est pas, il faut pas penser comme ça, mais d'abord les premières victimes de l'État islamique au départ, ce sont les musulmans qui ne sont pas salafistes et qui ne sont pas sunnites. C'est le chiisme notamment, mais aussi tout ce qui est islam populaire, qui a existé longtemps, on va dire, jusque dans les années peut-être 90, avant qu'il y ait la guerre d'Irak qui a opéré une grande fracture. Hein. C'est un islam populaire qui existait dans beaucoup de pays, c'est-à-dire que bon, c'était un islam vivant, vécu, mais pas rigoriste, pas forcément rigoriste. Pas forcément radicalisé. Et quand on dit radicalisé, ça veut dire qu'on se rapproche des racines. Et c'est ce que veut l'État islamique. L'État islamique, il veut d'abord unifier les musulmans, quitte à se débarrasser de ceux qui provoqueraient des schismes, donc qui seraient hérétiques à leurs yeux, donc qui n'observent pas l'orthodoxie, l'orthopraxie. Faut pas oublier aussi que l'État islamique naît parce que les Américains bouleversent cette région. La Syrie et l'Irak, Oui. en particulier. Alors, il y a la naissance officielle de l'État islamique, effectivement, après cette guerre d'Irak qui a complètement bouleversé cette région du monde, qui avait déjà été commencée je parle pas français, là, qui avait déjà commencé à être bouleversée au moment de la guerre froide, hein, quand, en 1979, les Soviétiques envahissent l'Afghanistan. Et là, dans ce contexte de guerre froide et de guerre indirecte, évidemment, les États-Unis répliquent avec une guerre indirecte en armant, notamment en s'alliant avec les wahhabites de l'Arabie saoudite, en armant des djihadistes, en fait, hein, des djihadistes contre d'autres combattants contre contre le communisme, et également en s'alliant, en armant le Pakistan. Donc évidemment, toute cette région du monde se retrouve radicalisée, renvoyée finalement à la religion elle-même. Et parallèlement à la guerre froide qui oppose, comme on le sait, les deux grands blocs Est-Ouest, eh bien, vient se superposer deux blocs. D'un côté, l'émergence de ce qui sera l'État islamique, et de l'autre côté, l'émergence d'un islam qui se radicalisera, mais qui pour l'heure est du côté des États-Unis. Alors, là où est intéressant ce livre, pas le côté Zineb, c'est écrit Zineb, j'ai pas envie d'en parler c'est spécialement. pas elle qui est spécialement intéressante, surtout que depuis on sait ce qu'elle est devenue, et puis je vois marqué rescapé emblématique d'attentat de Charlie Hebdo, c'est pas vrai. Bah c'est pas vrai. Elle n'était pas ce jour-là, d'ailleurs bon, après c'est les éditeurs, les médias et tout ça. Tu veux qu'on en parle ? Bah oui, quand même, parce que c'est important, parce qu'on a une personne qu'on ne connaissait pas, qui a fait sa publicité sur Charlie Hebdo, qu'on a vu dans tous les grands médias, qui a été primé même par la région Île-de-France de je sais plus quel prix. Marianne. Voilà. Prix Simone Veil, je crois. Je sais plus, un prix
que Madame Pécresse a dû inventer pour je ne sais quoi, pour se mettre en avant, bien C'est pas entendu. son genre. Ouais, c'est vraiment pas, c'est vraiment Franchement, pas son alors genre. là, n'importe quoi. Voilà. Et depuis, on a ces personnes, et c'est pour ça que moi j'aime pas trop mettre en avant ces personnes qui d'un coup se trouvent, je sais pas moi, un patriotisme effréné, et puis et j'aime pas non plus les gens qui tapent sur les siens. Ouais, Voilà. j'aime pas non plus. Et qui au final retournent leur veste en allant vivre à Dubaï ou je ne sais où. Voilà. Alors, pour Zineb, bon, j'ai pas envie de m'étendre dessus. Zineb, évidemment, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. On a sympathisé à ce moment-là, même si, bon. Alors, à l'époque, elle était enceinte. Et alors, à sa décharge, je veux pas non plus qu'on. J'ai pas une grande sympathie pour Zineb, mais j'aime pas non plus hurler avec les loups, comme toi, Mike. Tu vois, c'est facile de détruire Je suis un méchant garçon, c'est pour ça. Non, mais comme toi, tu n'aimes pas non plus. Ah oui, voilà, c'est ce que je disais, voilà, c'est dans la ce sens-là. Et les virgules comptent, t'as vu Bah hein. oui, mais bon, j'ai une très mauvaise prose le samedi matin. Moi, tu sais, le samedi matin, normalement, bon. Donc, Zineb a quand même été sous protection policière, ça c'est une réalité, elle a été réellement menacée. Bon, moi je l'ai vu quand on sortait, effectivement, il y avait la police qui était là quand elle est venue chez moi. Les policiers sont venus d'abord visiter mon appartement, donc elle a été sous protection policière parce qu'effectivement, elle avait eu, et ça c'était avant ce livre, elle avait effectivement dénoncé l'islamisme radical et avait eu des menaces de mort. Bon, ça c'est la réalité. Ensuite, effectivement, il y a une forme d'opportunisme, oui. Il y a des militantes marocaines qui détestent Zineb. Mais c'est pas un secret, ce que je livre Bah non, mais non. est public. Il n'y a pas de bon. C'est-à-dire que bon, déjà au Maroc, effectivement, elle était déjà militante en organisant, par exemple, des pique-niques pendant le Ramadan. Bon, voilà. Elle n'était pas la seule à le faire. Et ce que reprochaient beaucoup de militantes en fait marocaines, c'est que elle avait tendance à s'arroger un petit peu le travail des autres. Bon. Ça n'enlève pas les mérites qu'elle a eus parce qu'elle a pris quand même des risques. Et je pense qu'il faut quand même le dire. Après, effectivement, il y a l'opportunisme qui est là. Il y a le fait que son mari travaillait à Dubaï et que, bon, je pense qu'il y a le fait aussi d'être un peu grisée par toute cette attention d'un coup qui est portée sur elle. Mais en ce qui concerne ses positions, en tout cas, par exemple sur la Palestine, ça n'est pas nouveau. Enfin, on a découvert que Zineb était pro-palestinienne. Elle a toujours été et s'en est jamais cachée. Donc voilà, moi j'ai toujours été lucide sur Zineb, enfin en tout cas, surtout à l'issue de ce livre. Bon, quand je mettais des bémols, Bon, bah c'est pas important de toute façon, voilà, Zineb. mais voilà, j'ai pas envie de crier Bon, sur elle. parlons d'abord de tous ces récits, de tous ces témoins. Comment on arrive à rentrer en contact avec des gens qui déjà sont bouleversés par ce qui s'est passé? Ouais, alors ça c'est pas évident, mais ça on le doit à l'intervention de Thomas Mizraki, qui travaille maintenant sur d'autres chaînes et qui à l'époque a grandement collaboré à ce livre et s'est servi des contacts qu'il avait à BFM pour pouvoir faire des démarches auprès des personnes pour obtenir des numéros de téléphone, des adresses, des liens. Donc il a permis de faire le lien et Thomas a fait un très gros travail là-dessus. Après, il faut rentrer en contact avec ces personnes. Certaines acceptent de témoigner, puis d'autres après se rétractent. Et effectivement, il faut le faire dans la douceur parce qu'il est hors de question de forcer quelqu'un à témoigner. J'ai eu des personnes au téléphone qui, au départ, avaient besoin de raconter, et puis après, qui m'appelaient en me disant ouais, non, je pourrais pas. Et il est inutile d'assister, enfin, ce serait inhumain d'insister. Vous pouvez pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, surtout prenez soin de vous. Est-ce que ces personnes avaient un point commun, peut-être en particulier, parce qu'elles ont vécu un peu la même chose Non, chaque histoire est différente en réalité. En ce qui concerne les victimes, je dirais que toutes ont ce point commun,
d'être éparpillé. Alors que ce soit dans les chairs, parce qu'effectivement, il y a eu des victimes qui ont été amputées, qui ont été défigurées, donc effectivement, elles sont éparpillées, ou que ce soit dans l'esprit, parce que l'esprit, il s'éparpille quand on est face à une telle horreur, hein, qu'on n'est pas préparé. L'esprit est en mille morceaux. Je pense notamment à ce vigile du Stade de France qui a vu, il s'appelle Omar, et je l'avais rencontré, il était à l'hôpital militaire de Percy, de Clamart. Il, alors, il a été très peu blessé physiquement, heureusement, mais c'est lui qui a vu le, le terroriste se faire exploser devant lui. Et ce vigile présentait des traumatismes que qui ne pouvaient être soignés finalement que dans des hôpitaux militaires, parce que c'était les mêmes traumatismes, hein, que les militaires ou les civils victimes de guerre avaient. C'est-à-dire que le corps était éparpillé en mille morceaux. Il parlait très lentement. Il y avait des longs moments de silence, comme s'il devait regrouper chaque partie de son corps. Donc oui, il a été éparpillé, ouais. Dans sa tête, était éparpillé. Ouais, était éparpillé. Ouais. C'est un éparpillement. Alors, c'est une vision qui est subjective, hein, mais moi, j'ai le sentiment que oui, il y a un éparpillement parce que c'est le chaos, et dans le chaos, on est perdu dans le chaos. Alors, commentaire d'auditeur, toutes les personnes que je connais dans les services secrets m'ont dit que les attentats de novembre 2015 avaient été préparés par des services secrets étrangers. Il fallait une bonne logistique sur le terrain. Alors service secret étranger. Bon, moi, je ne vais pas jusque dans ces infos-là. C'est l'État islamique qui, semble-t-il, l'a préparé. Donc, effectivement, ce sont des services secrets étrangers, puisqu'ils ont préparé tout. Alors, une bonne logistique sur le terrain, oui, c'est des reproches qui ont été faits et qu'on peut comprendre, surtout si on est victime. Après, c'est très complexe. C'est très complexe parce qu'en France, il y a effectivement plusieurs services qui sont dévolus à lutter contre le terrorisme. Au niveau de l'enquête, par exemple, c'est la BRI. Et puis c'est le RAID et le GIGN, hein, pour les missions d'action. Donc elles ont été mobilisées. Mais alors la logistique... c'est facile de refaire l'histoire après. La réaction a été quand même relativement rapide, pas assez, mais il fallait étudier les lieux, il fallait se rendre compte aussi qu'on ne savait pas si ces attentats allaient durer toute la nuit ou si le Bataclan, c'était le point d'orgue. Donc, il y avait beaucoup de paramètres quand même qui échappaient, effectivement. Alors, d'où cette nécessité ensuite de renforcer les renseignements. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur la cohésion sur le terrain, sur la logistique, est-ce qu'il y a eu des cafouillages ? Je ne saurais pas dire parce que c'est très complexe. En tout cas, tous les services dont l'action et la mission sont de contrecarrer le terrorisme ont été mis en place. RAID, GIGN... BRI ont été mis en place et ce sont des gens qui sont formés pour ça. À un moment, j'entendais dire il fallait faire venir l'armée. Non. Pourquoi ? Parce que l'armée, ce qu'elle aurait fait, d'abord, il faut qu'elle obéisse aux ordres. C'est la logique militaire. Et l'armée, elle défonce tout. Et quand elle défonce tout, ça veut dire qu'elle défonce aussi des civils. En France, on est plutôt sur des opérations chirurgicales. Autant en Russie, effectivement, si on fait intervenir l'armée, on sait qu'il y a des dommages collatéraux. En France, on est plutôt sur des frappes chirurgicales, c'est-à-dire que l'idée est de préserver au maximum les civils et effectivement d'attaquer les terroristes. Oui, mais les loupés, est-ce qu'ils ne viennent pas plutôt de ceux qui donnent des ordres ? C'est alors, ça, en fait. Ceux qui donnent des ordres, ils sont aux ordres de qui ? Des politiques. Donc oui, ça, voilà, encore une fois, des politiques. Voilà, c'est eux. voilà. Alors,
Je crois pas que alors je pense que les politiques ont été quand même un peu dépassés. Je pense qu'ils n'ont pas pris la mesure du fait que c'était une guerre. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'a toujours pas pris la mesure aussi que c'était une guerre, puisqu'on continue à dénoncer la barbarie, ceci, cela, sans prononcer d'ailleurs le terme barbarie islamiste. Voilà. On parle d'attaque à la République, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc je crois qu'on a, alors volontairement ou pas, je ne sais pas si c'est un cynisme politique ou pas, mais je pense qu'on n'a pas pris totalement la mesure Ouais. du fait qu'on est rentré dans une troisième guerre mondiale depuis déjà plusieurs Mais d'ailleurs, décennies. qu'est-ce que t'as pensé des commémorations là, de ce jeudi? À moi, Disneyland, c'est pas mon truc, hein. C'était ça, hein. Donc non, enfin moi déjà, je- je- j'ai trouvé que on était dans un espèce, dans une fête déjà. Alors oui, si ce n'est le ton toujours sentencieux d'Emmanuel Macron, bon, qui de toute façon a le même ton monocorde, hein, que ce soit le Covid, que ce soit bon, Emmanuel Macron est toujours d'une gravité de prêtre à l'ancienne en chair, où il invoque tous les péchés du monde. Bon, nonobstant ça, pour le reste, bon, s'il y avait de l'émotion pour les victimes, tant mieux, honorer les victimes, tant mieux. Mais je trouvais que ça ressemblait à une vaste mascarade de résilience. Voilà. La vie continue et je rappelle les mots d'Amélie, j'oublie son nom, ministre des Sports. Personne ne la connaît, hein, donc c'est pas... Oudéra. Ouais, à Castera. Ouais, Merci voilà. à la République. Non, mais moi, le samedi matin, moi, je te dis. Non, mais de toute façon, samedi matin ou samedi soir ou jeudi ou ce qu'on veut, personne ne connaît les ministres du gouvernement. Donc, oui, non, mais elle est, oui. Non, mais c'est une pépite. Oui. Non, quand même. Il y en a qui peuvent marquer. Alors, mais peut-être. elle n'est pas revenue au gouvernement, si? Alors, elle a fait. Si, je crois. Elle est revenue? Non, Elle n'est pas revenue. Non. Mais elle a commenté, en tout cas, la grande. Elle s'occupe quand même des sports, hein, toujours. Donc, ah bon? Oui, je crois. Hein. Ah, ils l'ont recasé. Bon, bah, très bien. Ah si vous voulez ne pas être au chômage, hein, soyez membre du gouvernement. En tout cas, son commentaire, il y a eu une espèce de course, on court pour les attentats, donc qui a commencé au Stade de France pour se terminer au Bataclan, donc ce grand running. Donc l'idée, c'est de dépasser les émotions négatives par le sport. Donc Amélie, elle nous a expliqué que, eh bien, il fallait maintenant avancer, se débarrasser des émotions négatives qu'avaient générées les attentats. Parce que c'est vrai que la guerre, c'est mal. Et que ça engendre des émotions négatives, peut-être même de la rancœur, voire de la haine. Et vous savez que... Vous n'aurez pas ma haine, il ne faut pas. Vous n'aurez pas ma haine, faut pas. Faut répondre avec des bisous. Faut pas devenir comme Patrick Jardin. Moi, j'ai eu nombre de fois Patrick Jardin et il détonne par rapport. Patrick Jardin, je rappelle, sa fille a été assassinée au Bataclan. Sa fille qui était quand même une héroïne, il faut dire les choses, parce que elle était, je crois qu'elle était technicienne. Elle était sortie. Normalement, elle n'aurait pas dû mourir parce qu'elle est revenue sauver ses amis. Et elle en est morte. Et lui, il a une réaction que je dirais normale et saine. Bah oui. C'est-à-dire que il est parti en croisade contre les pas d'amalgame, vous n'aurez pas ma haine et compagnie. Ouais. Voilà. Alors, oui, c'est vrai qu'il détonne, et alors qu'il ne devrait pas détonner, ça devrait être le discours, enfin, à peu près normal, de bon sens, au-delà de l'émotion, parce qu'évidemment, Patrick, on pense à lui, cette émotion... perdre un enfant, évidemment, je pense qu'il n'y a pas de mots parce qu'il n'y a rien de plus horrible, surtout en plus dans ces circonstances. Et sa colère, elle est intacte et on peut que le comprendre. Se débarrasser des émotions négatives, mais vous imaginez la violence que ça renvoie. Le terrorisme, il est dans ces mots. Pour moi, c'est indécent de sortir quelque chose comme ça. Les émotions négatives, c'est presque si nos émotions négatives allaient engendrer encore le terrorisme, parce que c'est ça la pensée positive, hein. C'est de dire que finalement vos émotions négatives engendrent ce que vous vivez. Donc c'est renverser finalement l'accusation
et venir faire en sorte que c'est nous, avec nos émotions négatives, nos amalgames, notre façon d'être et de penser qui provoquons finalement ces attentats, et puis qu'en se débarrassant avec une bonne dose d'énergie, avec de la résilience, de la bienveillance, des bisous, une armée de câlins, une garnison de ballons dans le ciel, on va arriver à lutter contre la haine venant de l'autre évidemment. Je trouve que c'est très violent. C'est beaucoup. C'est violent. Je sais pas si tu le remarques, mais dorénavant, la communication dans ce type d'événement, comme parfois des meurtres aussi un peu crapuleux, eh bien, est toujours la même. Pas d'amalgame, bien entendu. Pas de récupération politique. Maintenant, c'est les familles. Les familles exigent dès le meurtre arrivé. Oui. À la minute près, pas de récupération politique. Oui. Et puis il y a au final cette fameuse marche blanche. Avec des fleurs. C'est insupportable. C'est insupportable parce qu'on est simplement dans l'émotionnel. Alors, il est normal d'avoir des émotions. Mais ça, c'est aux victimes et aux personnes d'avoir l'émotion. L'État, ce qu'on lui demande, justement, c'est certes d'être humain, mais de réagir politiquement. Tout est politique. Quand il y a un meurtre, il est politique. Pourquoi ? Parce que la justice qui doit s'exercer, elle est le produit d'un État. Donc c'est politique. À quel moment, dans un État de droit, ou pas un État de droit d'ailleurs, quelque chose n'est pas politique en ce qui concerne le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif ? Évidemment que c'est politique. Le terrorisme, oui, c'est politique, bien sûr, surtout quand c'est un État islamique, fut-il qui nous attaque. Bien sûr que c'est politique. Donc la récupération, qu'est-ce qu'on appelle récupération ? S'occuper, alors à ce moment-là, tout est politique. On a vu d'ailleurs à quel point le politique pouvait par contre s'immiscer dans nos vies au moment du Covid. Par contre, acheter des petites culottes, c'était politique puisqu'il ne fallait pas le faire. Donc il y a d'un côté où la politique se mêle de choses où finalement elle n'aurait pas du tout lieu d'être là, mais de l'autre côté, il n'y a pas de récupération politique sur des actes qui sont très graves, notamment par exemple quand ce sont des OQTF. Oui, c'est politique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment donné, dans OQTF, il y a obligation de quitter le territoire. Donc, ce sont des gens qui ne doivent pas se trouver sur le territoire français. Moi, je veux bien qu'on fasse pas de récupération politique, mais ça va être très difficile d'expliquer comment on fait sans politique pour réguler la société, et faire exercer la justice et faire exercer la loi. Oui, mais l'État, j'imagine, sait qu'il est fautif 99% des cas, parce que lorsque l'on gratte en réalité un fait divers, par exemple, ou un attentat, on voit que soit les personnes étaient au QTF, comme tu l'as dit, donc du coup ne devaient pas être sur le territoire français. Là, la question, elle est réglée. Évidemment que c'est plus complexe, mais oui. Mais en réalité, il y a plein de choses comme ça. On se rappelle de, je sais pas moi, Koulibaly, qui était Charlie Hebdo, plutôt Hyper Cacher, pardon. Hyper Cacher, qui, en réalité, il avait été condamné moult et moult fois, et que normalement, il devait pas être dehors. Il ne devait pas être dehors. Il l'a été, etc., etc. Enfin, si je gratte encore, je vais trouver 10 000 faits où l'État est fautif. Voilà. Et donc, du coup, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Par la communication, ils cherchent tout de suite, les politiques, je parle, et le système, à se protéger. Et donc, du coup, pas de récupération politique, c'est une façon de se protéger, parce que ils savent très bien que les oppositions vont pointer tous les loupés. Oui, mais alors ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que comme on est dans l'émotionnel, à chaque événement dramatique, on fait jouer la corde sensible qu'on a tous, parce qu'on est humain, et heureusement qu'on ne perd pas cette humanité, que ce soit devant des victimes du terrorisme, que ce soit devant les atrocités commises, toute atrocité, un viol, un crime, voilà. Évidemment que humainement, notre premier réflexe, c'est l'horreur, c'est l'indignation, c'est les larmes aussi, ça peut les être, je pense, ça peut les être. Oh là là, les êtres, les larmes, non, ça peut l'être. Je pense notamment à la petite Lola, si on lit le rendu du jugement, c'est absolument... comment ne pas avoir les larmes aux yeux ? Bon, bien sûr, ça c'est une chose. Mais maintenant, on s'abrite derrière l'émotionnel, qui tient lieu de politique, en fait. On réagit non plus avec notre raison, mais avec
je dirais même pas notre cœur, parce que c'est même plus de la sensibilité, c'est de la sensiblerie. Et c'est quelque chose qui vient faire écran, comme tu le dis, avec la réalité des choses. Tout est maintenant Oui, émotionnel. parce que l'État dit, ah, mais c'est pas notre faute, hein. C'est pas notre faute. C'est parce que il y a des gens, il y a une pandémie de déséquilibrage, et Oui, donc c'est du coup ça. les gens sont déséquilibrés chroniques. On n'a pas encore trouvé l'injection, la dose En pour. fait, ça va avec une société qui se déresponsabilise de plus en plus et qui déresponsabilise absolument tous les êtres humains. Plus personne n'est responsable de soi-même. On n'a plus de libre arbitre, manifestement. Quand on frappe sa femme, c'est parce que on est victime je sais pas, d'un traumatisme quelconque. Quand on tue, c'est pareil, on a été traumatisé. Quand on viole, on a été traumatisé. Quand on fait un attentat, oui, mais on a été désocialisé. Donc plus personne n'est responsable de rien. On a l'impression presque que ce sont les victimes maintenant qui sont responsables d'avoir été à un moment donné là, après tout, qu'est-ce qu'elle a à se balader dans ce bois à cette heure-ci? Qu'est-ce qu'elle a à fumer sa cigarette devant le Bataclan? Maintenant, ce sont les victimes qui deviennent des coupables parce que peut-être qu'ils n'auraient pas dû. Ils participent en fait à cette société qui fabrique donc des malades, qui fabrique des pauvres, qui fabrique des gens qui sont en dehors de la marche. Et quand on est dans les roues, dans les rails, et qu'on se fait agresser, eh bien, la moindre des choses, c'est de fermer sa bouche, parce qu'au moins, on a la chance d'être dans les rails, nous. C'est clair. On va revenir sur le livre, mais avant ça, le Bobino. Inscrivez-vous à l'anniversaire de Radio Courtoisie. Tiens, c'est quelle heure l'anniversaire? La technique, je suis sûr que ça va être le matin où je serai évidemment à la radio et où je ne pourrai pas participer. Bravo, hein. Faites-les un peu l'après-midi, là, le samedi ou le dimanche. Tiens, le dimanche matin, je suis présent. Bon, je pense que je ne serai pas là, évidemment, comme toujours. Je loupe tous les anniversaires, hein. Parce qu'ils font tous les samedis, donc je loupe tous les anniversaires. T'as vu? Voilà, T'es aussi une victime, Mike. Ce n'est pas ta faute, c'est les autres. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Je suis victime de Radio Courtoisie qui m'empêche de venir dans les anniversaires de radio. C'est un complot ourdi depuis très longtemps, en fait. Oui. Bon, venez à l'anniversaire samedi 22, la semaine prochaine, de Radio Courtoisie, dans le 9e arrondissement. Donc oui, on va préciser le livre. 13, Zineb raconte l'enfer du 13 novembre avec 13 témoins au cœur des attaques. Aux éditions Ring. Mais bon, le livre, je crois les éditions Ring ayant fait faillite, je crois qu'il n'existe plus. Oui, non, ça n'existe plus. C'est pour ça que je me permets Objectif étant pas forcément de parler du livre, mais plutôt parler aussi des victimes. C'est surtout ça qui est intéressant. Et tu as eu le chanteur du groupe Eagle of Death Metal. Alors, et donc raconte-nous un peu cette. Je ne l'ai pas eu. C'est encore un truc. Non, si, c'est moi qui ai fait l'article, mais je l'ai pas eu. Alors ça, encore une fois, c'est comme tu dis, les petits passe-passe éditoriaux. Non, on l'a pas eu, on l'a pas interviewé, mais bon, il fallait le caser. Donc, moi, j'ai été voir les articles des journaux américains pour essayer de brosser un portrait. C'est simplement un portrait, en fait, du chanteur. Et justement, à propos du chanteur, alors c'est intéressant parce que finalement, on reparle des victimes. Effectivement, il y a des bonnes et des mauvaises victimes. Le chanteur des Eagles of Death Metal, c'est pas une bonne victime puisque lors d'une commémoration de mémoire, je ne sais plus si c'était 1 an après ou 2 ans, il n'a pas été le bienvenu parce que ses idées ne correspondaient pas il est un peu tout à trop à droite. Il est un peu à droite quand même, le mec. Il est limite chrétien, donc non, pas une bonne victime. Pas une bonne victime. C'est vrai qu'il y a des bonnes victimes, il y a des bonnes et des mauvaises victimes. Ouais, Alors évidemment, quand il y a 130 morts, c'est un petit peu difficile de sélectionner qui est bon de mauvais. Donc là, on fait un petit lot d'ensemble. On voit bien un jardin mémorial, voilà. Et comment il a vécu, comment il a vécu sur ce que tu as pu voir? Non, il a été très traumatisé. Il y a d'ailleurs un rescapé du Bataclan, Jérémy Mako, qui travaille actuellement au Point, qui était donc ce soir-là, rescapé, donc il était ce soir-là rescapé, donc il était au Bataclan, voir donc justement son concert, et il a fait une interview de lui dans le Point que je vous invite à lire. J'ai pu rencontrer d'ailleurs Jérémy à l'époque, et
et il a pu interviewer Jesse Hughes, donc, qui est un chanteur qui est très sympathique, effectivement, très francophile, qui a beaucoup de respect pour la France et l'attitude surtout des Français après les attentats. Il a trouvé qu'il y avait une espèce de force dans le peuple français de continuer finalement de sortir, de continuer d'aller en terrasse. Et c'est vrai qu'après les attentats, il y a quand même cette vie qui a continué. Et malgré la peur, parce que je pense qu'on y a tous pensé en prenant le métro, en étant dans la rue, mais les Français ont, je trouve, euh, été courageux. Attends, est-ce que c'est... je vais mettre un peu de sel quand même dans cette émission. Est-ce Parce que que c'est l'attitude à avoir de se dire, ah, comme j'ai pu le lire à l'époque, oui, je résiste contre la barbarie, je vais aller boire en terrasse. Alors non, je sais pas, non. Alors ça, c'est autre chose. S'il résistait à la barbarie, ça allait boire un verre en terrasse, effectivement, bon, on en est un peu là. Non, je veux dire simplement de continuer dans la normalité. Je ne parle pas d'aller boire forcément un verre en terrasse comme acte de résistance, hein. En tout cas, si on en est à cet acte de résistance, ça veut dire qu'on est chez les talibans. Tu vois, si on en est à se dire, je vais sortir en jupe, euh, qui m'arrive au-dessus du genou et je vais boire un verre en terrasse, c'est qu'on est chez les talibans. Donc ça n'est pas encore le cas. Pas encore. Non, la résistance, elle se fait pas comme ça, bien évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que les Français ont quand même simplement continué de vivre normalement. Voilà, c'est juste ça, la normalité. Reprendre le cours des choses. Et reprendre les cours des choses, bah, c'est continuer à vivre la vie telle qu'on la connaît avant les attentats. Euh, et c'est pas effectivement aller s'enorgueillir d'avoir été en terrasse. C'est pas un acte de bravoure. C'est pas en faire un acte de bravoure. C'est simplement continuer comme avant, parce que la France, c'est aussi ça. Mais on revient à vous n'aurez pas ma haine, alors qui par contre pour moi est une forme d'indécence de sortir vous n'aurez pas ma haine, parce que j'ai plutôt envie de sortir vous n'aurez pas ma peur. C'est plutôt ça qu'il faut sortir. Vous n'aurez pas ma peur, parce que oui, même si j'ai peur au fond de moi, j'ai peut-être la trouille, mais en tout cas, le fait d'être français doit me protéger de tout. On dit, je suis Charlie, je suis ci. Non, moi je suis française, ça me suffit. Ça me suffit déjà avec ce bagage que j'ai riche de mon histoire, riche de mes compatriotes. Bah, ça doit me suffire déjà en soi à me battre. Tu as reçu aussi le commissaire, tu as eu voilà, nombre de gens liés à la sécurité. Mm. Qu'est-ce que eux t'ont dit sur ce carnage comment ils l'ont découvert Alors, en ce qui concerne la police, je vais dire vraiment de proximité, les premiers arrivés en fait au Bataclan, ce sont pas les gens de la BAC, hein, mais les vrais premiers en fait, ce sont ceux qui sont intervenus tout de suite au début du carnage, euh, qui est une simple brigade de police de 3 gardiens de la paix qui faisait une ronde, bon, du commissariat du 3e arrondissement, qui se trouvait juste à côté, boulevard Beaumarchais, pour intervenir, je ne sais plus si c'est un accident de la circulation, une rixe, enfin bon, quelque chose qui n'a rien à voir évidemment avec un attentat terroriste. Et sur le boulevard Beaumarchais, il voit quelqu'un débouler devant leur voiture, et c'était un des vigiles du Bataclan, ensanglanté, qui leur dit « Venez vite voir, il y a des gens qui sont rentrés au Bataclan ». Alors évidemment, eux, ce sont des policiers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se dirigent vers le Bataclan. Alors, ils sont obligés de mettre le GPS parce que le Bataclan, ça ne leur parle pas. Beaucoup viennent d'arriver dans la police. Il y en a une, ça fait 3 mois qu'elle y est. Ils viennent de province en plus. Oui, la plupart, voilà, ils viennent de province. Donc, le Bataclan, ça ne savent pas trop où c'est. OK, ils tapent sur le GPS. D'accord, c'est à côté, salle de concert. Tiens, sympa, faudra qu'on y aille un jour. Ils se gardent devant. Et puis là, effectivement, c'est au moment où les portes vont se refermer. Donc, il y a un dernier tir de Kalash qui arrive dans leur direction. Alors là, pour eux, c'est le monde qui s'effondre. Parce qu'ils sont très bien conscients que c'est pas avec le 9 mm et le mince gilet pare-balles qu'ils ont sous leur gilet qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Donc, ils se sentent totalement impuissants. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est rendre compte, avertir donc leurs supérieurs de ce qui se passe, mais ils se sentent dans une impuissance totale. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est tout de suite intervenir en secours.
pour les personnes qui étaient au Petit Bataclan, qui étaient en terrasse et qui ont pris la première salve en fait de Kalachnikov, puisque juste avant d'entrer dans le Bataclan, ils ont commencé à canarder la terrasse du Bataclan. Donc voilà, donc il se passe ça. Et il y a le commissaire aussi. Qu'est-ce qu'il dit lui, le Alors lui, commissaire? il arrive après, Ouais. et alors c'est pareil, lui, il était en train de dîner en famille, on lui dit il y a quelque chose, il ne prend pas l'ampleur du truc. Il y a un acte terroriste, ok, j'arrive, et là, il découvre l'enfer. Il découvre l'enfer. Il se met très vite, en fait, dans la peau du professionnel qui revient, mais il regarde autour de lui. Ce qu'il frappe, il essaie d'oublier en fait ce qu'il voit pour être plus efficace. Parce que ce qu'il voit, c'est qu'à un moment donné, il y a un de ses collègues qui tient un jean et en fait, c'est juste une jambe qu'il est en train de tenir. Euh, il essaie d'oublier de voir la mâchoire défoncée de quelqu'un. Il essaie d'oublier ça pour être le plus rapide possible. Donc très vite, il s'organise avec les moyens du bord en attendant le reste des secours. Ils prennent les barrières Vauban, c'est les grandes barrières, voilà. Ils s'en servent comme brancard. Ils mettent 2, 3 personnes dessus pour les évacuer. Ils sont dans une logique de guerre, on va dire. Voilà. Mais 11 mois avant, il y a eu Charlie, il y a eu Hyper Cacher, il y avait aussi, enfin, il y avait des soubresauts aussi durant l'année. Et quand on appelle ces policiers, quand on appelle ce commissaire, alors qu'on nous a quand même. Je me rappelle très bien à l'époque de cette période, parce que j'ai beaucoup écrit dessus. On était, je veux dire, l'État, à partir de Charlie, nous ont rajouté des mesures, je ne sais plus comment ça s'appelle, les mesures. Les Vigipirates, Ouais, Vigipirate, rouge écarlate, machin. Ouais, il y a le plan blanc, voilà, le tous ces jour, trucs. ouais. Et en fait, malgré tout, ça a été une surprise pour le commissaire, pour tous ces policiers, que quelque chose de cette ampleur se passait. Non, je pense qu'ils n'ont pas réalisé que c'était. Je crois que on savait, comme je t'ai dit tout à l'heure, on savait qu'il allait y avoir une vague d'attentats. Mais ça reste. J'ai le sentiment que on a vécu en paix en Europe pendant tellement d'années qu'on n'est plus capable de concevoir qu'un conflit puisse arriver sur notre territoire. Oui, mais la France a déjà été touchée dans les années 90. Oui, On mais se rappelle à ouais, Saint-Michel, mais bien sûr. rue des Rosiers dans les années 80. Enfin, c'est pas nouveau, quoi. C'est pas. Oui, mais. Un attente. Oui, mais comme tu dis, voilà, rue des Rosiers, c'est une bombe. Alors, c'est horrible. Mais voilà, c'est un établissement, une bombe. C'est très précis, c'est un restaurant juif. Donc voilà, c'est sur le fond de conflits israélo-palestiniens, etc. L'État islamique, c'est pas ça. Hein. Ils s'en moquent du conflit israélo-palestinien. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le grand califat et finalement que tout le monde se convertisse de façon brutale. C'est la révolution qu'ils veulent, en fait. Et je crois qu'on n'a pas été surtout préparé à ça. C'est-à-dire que, oui, on savait qu'il y avait des attentats. De cette ampleur, je pense que cette rafale d'attentats, Stade de France, Terrasse, Bataclan, je crois que ce parcours, en fait, du combattant, parce que c'est un parcours du combattant, finalement, je pense que ça, c'est quelque chose d'inédit. C'était des attaques très ciblées. Là, on a l'impression que, bon, Charlie Hebdo, oui, on savait que les caricaturistes de Charlie Hebdo étaient visés. Ils étaient d'ailleurs sous protection. Hyper Cacher, bah oui, forcément, dans le cadre d'un antisémitisme grandissant, on savait que ce sont, comme les synagogues, voilà, ce sont des lieux qu'on protège, ce sont des lieux ciblés. Là, le terrorisme, le vrai, c'est de frapper n'importe quand, n'importe qui, n'importe où. Je ne pense pas que dans un commissariat, même si on est briefé, ils sont courants, ils allaient s'imaginer qu'ils allaient aller sur un théâtre de guerre. Et c'est ce que le professeur Tourtier disait, qui est donc le chef, le chirurgien-chef donc, des pompiers de Paris. Quand il est arrivé au niveau des terrasses, il s'est cru, il me l'a dit, en Afghanistan. Et c'est quelqu'un qui a fait l'Afghanistan qu'il dit. Hein. C'est pas quelqu'un qui a lu des bouquins. C'est un médecin militaire qui a fait tous les théâtres de guerre, quasiment tous, en tout cas en Afrique subsaharienne. Il a fait l'Afghanistan. Et là, ce qu'il a vu, voilà, c'est l'Afghanistan. Sauf que là, les types qui sont
blessés, ils n'ont pas de casque. Donc, il m'a dit, je vous laisse imaginer les dégâts que ça faisait. Et d'ailleurs, sur cet état de guerre, de théâtre de guerre, les méthodes employées et ont formé déjà, ils ont commencé à être formés bien avant le 13, justement, parce qu'il y avait ces menaces d'attentats, sur les soins d'urgence, c'est-à-dire avec des militaires. Et ce qui a été prodigué comme soin dans les terrasses, en tout cas, c'est une médecine de guerre, c'est-à-dire c'est une médecine d'urgence, de compression. Hein. L'idée, c'est de limiter les pneumothorax. Et c'est surtout, malheureusement, le sacrifice de certaines personnes, parce que les vidéos de pompiers montrent bien qu'il y avait des personnes qui étaient encore en vie, mais qui statistiquement n'auraient pas pu être sauvées. C'est-à-dire que la médecine de guerre, c'est ça. C'est se dire, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je tente de sauver une personne, mais que j'en laisse mourir 5 ? Ou est-ce que je m'occupe des 5 personnes qui sont moins atteintes que je peux sauver et je laisse mourir l'autre ? C'est ça la réalité. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à ce moment-là, dans plein Paris, parce que oui, mais en pleine guerre, nous, on est dans des territoires de guerre, c'est-à-dire où il n'y a pas les services publics, etc. En plein Paris, il y a ces médecins, il y a ces pompiers. Bien sûr, mais... Ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de personnel, ne serait-ce déjà pour sauver ces gens. Non, il n'y avait pas assez de personnel, certes, mais ce sont des techniques qui sont vraiment qui sont propres à la médecine de guerre. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le ventre déchiré, parce que une Kalachnikov, quand il y a un meurtre, c'est pas forcément la Kalachnikov. La Kalachnikov, la balle qu'elle envoie, ça vous déchire. Ça fait pas que vous transpercez. Ça vous torpille. C'est pas ce qu'on voit à la télé, quoi. C'est pas les films de Stallone, j'en sais rien. Là, dans la vraie vie, lorsqu'une balle d'une arme de guerre perce quelqu'un, ça fait plus que percer, en fait. Ça fait plus que percer, ça le déchire, ça vrille, c'est fait pour tuer, en fait. C'est fait pour déchiqueter. Donc, effectivement, tous les secouristes ne sont pas formés à ça. C'est pour ça que le professeur Tourtier, lui, qui a fait l'Afghanistan, qui a fait les théâtres de guerre, il me dit clairement, c'est un théâtre de guerre. C'est-à-dire qu'on a dû employer les méthodes qu'on emploie sur les zones de combat. La différence, c'est que là, on est en plein Paris. En revanche, c'est vrai que tous les hôpitaux ont été mobilisés, notamment l'hôpital Saint-Louis qui se trouvait juste à côté, et les hôpitaux ont quand même pu recevoir, en un temps assez record, 400 blessés, ce qui est énorme. Parmi les 13 personnes, bon, je vois des médecins, des commissaires, des machins, mais est-ce qu'il y a des victimes qui étaient à l'intérieur du Bataclan ? Oui. Raconte-nous du coup. Alors, les victimes à l'intérieur du Bataclan, alors il y a ceux qui ont pu se sauver de la fosse, qui ont eu, entre guillemets, cette chance, alors pas toujours, mais qui se sont Parce qu'à quoi ressemble cette salle déjà ? Alors, il faut la voir comme une salle avec plusieurs étages, c'est-à-dire qu'il y a une scène et il y a au centre un espèce de grand espace, une fosse, là où on peut boire, en fait, il y a une espèce de bar et puis il y a surtout une grande salle, c'est là où on danse, on écoute le concert debout. D'accord. En haut, il y a des gradins, un peu comme un théâtre, hein, il y a des gradins sur lesquels on peut s'asseoir, dans lesquels on peut également boire des verres, danser, etc. Et puis, il y a des issues de secours. Et comme dans tout théâtre, il y a des couloirs qui mènent à des loges, qui mènent à des recoins, qui mènent, on va dire, aux coulisses, en quelque sorte. Donc, on arrive comme un théâtre à l'italienne un petit peu. Il y a aussi de part et d'autre de la scène, il y a également des escaliers qui permettent de joindre les coulisses, la régie, enfin, tout ce qui est du domaine technique et du domaine du théâtre. Les musiciens, eux, ont pu très vite, comme ils étaient sur scène, ils ont pu très très vite partir dans les coulisses, où ils sont restés bloqués un bout de temps. Certains ont pu s'échapper, ceux qui n'étaient pas en tout cas dans la fosse, ou ceux qui ont pu réagir assez vite, qui ont compris assez vite et qui n'étaient pas très loin d'issue. Ils ont pu effectivement s'échapper de la fosse.
Et ils ont eu cette chance, entre guillemets, de pouvoir, pour la plupart, s'en sortir. Pas tous, hein, parce qu'il y en a quand même qui ont... les terroristes ont fait un petit jeu de chat et de la souris en tirant également sur les personnes qui étaient à l'extérieur de la fosse. Mais ils sont restés reclus. Le témoignage que j'ai eu notamment, c'est une personne qui est restée recluse dans un très très petit endroit, avec plein de personnes qu'ils ont malheureusement dû refuser, parce qu'il n'y avait plus de place. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'était chacun pour soi. C'est un peu ça, oui. Bah là, il faut sauver sa peau. Là, Alors, voilà, il n'y avait pas... Oui, mais parce que... il faut sauver sa peau. Oui, faut le dire aussi. ouais, la personne qui me parle de ce qu'il a vécu dans la fosse, il était avec des amis et des personnes de sa famille. Quand il a entendu les premiers bruits, qu'il a compris ce qui se passait, effectivement, il est parti directement vers une sortie sans se retourner. Alors après, on peut porter cette culpabilité ou pas. Après, il s'est intéressé à ce qui se passe, mais sur le moment, oui, c'est un réflexe de survie. On pense à soi. À part quelques personnes qui vont regarder où sont mes amis, on sauve sa peau. Par contre, une fois qu'on est installé dans un endroit confiné, il y a une espèce de complicité qui commence à s'installer entre les otages. Parfois avec certains heurts, hein, c'est une micro-société qui se réorganise. On hurle sur celui qui fait trop de bruit parce que chut, on ne veut pas attirer les terroristes. Donc effectivement, on n'hésite pas à monter la voix si quelqu'un est en train de parler. À un moment, il y a quelqu'un qui se sert de son téléphone pour se rassurer. L'un jette le téléphone dans un bocal d'eau en disant « bon, maintenant, ça suffit ». Mais s'organise une forme de résistance où on se dit bon, on va essayer de mettre le frigo sur la porte, oui, mais on n'y arrive pas pour bloquer la porte. On va essayer de se munir. C'était la loge justement des Eagles of Death Metal, donc il y a une bouteille de Ruinart. On va essayer de prendre la bouteille de Ruinart, non pas pour boire de l'alcool, mais pour s'en servir comme gourdin. Alors, arme dérisoire. Mais voilà, s'organise une micro-société de survie. C'est des micro-sociétés comme ça qui s'organisent. En revanche, pour ceux qui sont dans la fosse, alors là, par contre, là, alors, je ne dis pas que c'est pas l'horreur dans les coulisses, mais c'est l'horreur aussi dans la fosse, parce que là, c'est le jeu de chat et de la souris. C'est le sadisme total des terroristes qui s'amusent de cette situation. Ils vont même rire. Ça, c'est les gens des coulisses qui l'entendent. Ils vont même rire quand, au moment où la police arrive, le kamikaze se fait sauter sur la scène. Ça va faire rire c'est les autres kamikazes. Il va y avoir un espèce de rire sardonique. Ils sourient de cette situation. Comment on le sait ça? Il y a des enregistrements? Et il y a ce sont des témoignages, pardon, des témoignages de victimes. Ouais, ce sont des témoignages. Et quand la police fait sortir, je dis il n'y a pas de jugement, fait sortir les personnes des coulisses, il faut absolument tout pour éviter qu'ils regardent la fosse. D'abord, ils les font sortir les mains levées, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que quand la police arrive, elle ne sait pas s'il y a peut-être des terroristes parmi les pseudo-victimes. Elle ne sait pas si les terroristes ont peut-être pu armer avec des gilets de dynamite les otages. Donc tous sortent un par un, fouillés, main en l'air. De toute façon, ils sont tous considérés comme suspects, et c'est normal dans ce cas de figure. Mais ils font tout par contre pour leur éviter la vision de la fosse. Malheureusement, c'est pas toujours possible, et les témoignages qui restent, c'est effectivement ces corps déchiquetés, dans une position un peu, vous voyez, comme à Pompéi, où on est pris, on est saisi sur l'instant. Donc il y a quelqu'un qui a sa cigarette pas très loin, qui est là, avec cette cigarette, les yeux grands ouverts, mais complètement fracassés. Certains ont été pris par surprise. Ah, totalement. Ouais, ils étaient en train de vivre. Bon, surtout, c'est un peu le principe de la mort. Il y avait une image, alors ça c'était pas Bataclan, mais à côté, je crois que c'était le frère d'Salah Abdeslam, qui passe en terrasse, à côté de gens qui mangent et qui boivent, qui doivent discuter, et on voit l'instant où il se fait exploser. Et moi, j'ai toujours eu cette pensée pour ces gens qui n'ont pas su, peut-être qui n'ont pas compris
sur cette fraction de seconde Ah, que je c'était pense qu'il y en fini. a qui n'ont pas compris parce qu'ils sont dans les positions dans lesquelles ils ont été tués. Il y a un témoignage d'une personne qui se trouve en dehors du Bataclan à ce moment-là, qui est un ressortissant marocain qui vient souvent en France, puisqu'il a fait un an de médecine en France, donc il aime bien revenir de temps en temps voir ses collègues donc, que j'ai pu interviewer, qui va boire un café ou tout simplement voilà, au petit Bataclan. Et c'est eux qui vont prendre la première salve de Kalachnikov. Et il ne comprend pas parce qu'il voit en face de lui son ami qui se lève d'un coup avec un hurlement et qui s'affaisse. Il a pris une première balle. Et quand il se retourne, parce qu'après il s'est protégé donc en se servant des guéridons de table, comme des guéridons de table, ça veut rien dire, des tables qui se trouvent être des tables en fer, hein, tu vois, des tables de terrasse, donc qui sont servies comme boucliers, il se retourne et il voit derrière le couple avec qui il avait discuté quelques instants plus tôt. L'homme est saisi dans le moment où il allait prendre son verre et la compagne, elle est complètement à terre avec les cheveux éparpillés autour d'elle. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Donc revenons à ce témoignage à l'intérieur du Bataclan. Euh, Comment on en sort de ça après ce qu'on a survécu? Comment on devient, j'imagine, il y a ces traumas, comment on le vit? Alors, il y a plusieurs façons de le vivre. Il y a d'abord le traumatisme qui s'exprime immédiatement, mais il y a ce qu'on appelle la sidération. Et ça, cet état de sidération, il revient chez beaucoup de victimes. C'est-à-dire que on se rend pas tellement bien compte de ce qui est arrivé. Le cerveau se protège, hein. Le cerveau, il se protège de ce qu'il voit, de ce qu'il vit. Il y a une forme de bouclier qui se fait entre la réalité. C'est presque comme un rêve. Voilà. Les gens qui sortent indemnes, relativement indemnes, se rendent pas compte, en fait, réellement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un cauchemar? Est-ce que c'est la réalité? Finalement, je suis en vie, la vie continue. Voilà, je vais surmonter ça. Pour certains, c'est la crise de nerfs d'emblée. Pour d'autres, c'est cette espèce d'idée que j'ai bravé la mort et que finalement, maintenant, je suis invincible, tout va bien, après tout, je suis en vie, la vie est belle. Et par contre, les répercussions, elles se font après. C'est-à-dire que quelques semaines après, quelques jours, voire quelques mois après, c'est là que le traumatisme commence vraiment à apparaître parce que ce bouclier, petit à petit, il se dissout, il s'effrite. Et là, on prend conscience réellement de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu. Les images reviennent, les cauchemars, la peur qu'on essaie de surmonter. Et puis surtout, cette incapacité à gérer ses émotions, son corps. C'est cette nervosité qui arrive, cette rage qui est là, qui se tourne, on ne sait pas, qui ne se tourne pas bizarrement tout de suite contre les terroristes, qui se tourne contre le monde entier, sauf les terroristes. Et c'est après qu'il y a cette prise de conscience de se dire, c'est contre eux qu'il faut que ma haine se tourne, c'est contre eux qu'il faut que ma rage se tourne, mais il faut que je transforme cette rage, effectivement. Donc il y en a, c'est à ce moment-là qu'ils vont consulter un psychiatre. Au départ, ils se disent, j'en ai pas besoin, je suis en vie, tout va bien, bon, effectivement, c'est dur à vivre, je vais surmonter ça. Ils ne surmontent pas, en réalité. C'est un effet boomerang qui arrive à plus ou moins long terme, et il y a des exemples de personnes qui se sont suicidées 1, 2 ou 3 ans après. Est-ce que tu as pu en voir, ces personnes que tu as interrogées, est-ce que tu as pu en voir certaines récemment? Non, alors j'ai pas repris contact avec eux parce que je pense que c'est pas à moi de le faire. Enfin, je vais pas les embêter sur quelque chose qu'elles ont vécu il y a 10 ans. J'ai eu quelques contacts avec certaines d'entre eux qui vont bien, qui vont autant que faire se peut. Après, non, j'ai pas eu de contact. Je me suis posé la question et je me suis dit que j'allais plutôt les laisser tranquilles. J'ai pas envie de. Et est-ce qu'on sait ce qu'elles embêter. deviennent, ces personnes? Alors, pour certains, oui. Je vais pas prendre les cas du professeur machin ou du commissaire truc, Non. mais vraiment des personnes qui ont vécu dans leur chair cet attentat. Alors, pour ceux que j'ai interviewés, il y en a, j'ai pas du tout de nouvelles. Je sais pas ce qu'elles sont devenues. Il y en a, ils continuent leur vie. Ça a été difficile, mais ils ont pensé leurs blessures. Ils vivent avec. De toute façon, ils ont accepté le fait qu'il fallait vivre avec. Ils ont accepté l'idée qu'on ne pouvait pas l'évacuer et qu'il faut vivre, comme Manuel Valls avait dit, il faut vivre avec le terrorisme, comme il faut vivre avec son traumatisme. Il ne faut pas l'évacuer. C'était fou cette phrase. Hein. Ouais, c'est fou cette phrase. Alors ça peut être arrogant, mais ce n'est pas faux.
Dans le sens où il faut prendre conscience, surtout. Alors, il faut vivre avec, mais il faut prendre conscience qu'il existe, qu'il est là et qu'on est en guerre, surtout. Je pense que c'est surtout l'idée qu'il faut vivre avec l'idée qu'on est en guerre. Parce que c'est une guerre qui est menée contre l'Occident, contre le christianisme aussi, il ne faut pas l'oublier, le terrorisme s'attaque aussi, et on le voit en Afrique subsaharienne, aux chrétiens. Les chrétiens sont des cibles. On l'a vu là au Nigeria récemment. Ouais. Tous ces morts, encore. Et ils résistent. Alors, Il faut dire aussi une chose, c'est que les chrétiens, en tout cas le christianisme, est la religion la plus attaquée dans le monde. Ça, il faut quand même un peu le dire. La plus attaquée dans le monde. Et quand je vois la façon dont les chrétiens qui sont attaqués, le courage qu'ils ont, moi je suis admirative. Quand on voit nos frères et sœurs nigérians, voir qu'ils sont dans le combat, là, vraiment. Ils sont dans le combat. C'est-à-dire que là, oui, c'est pas des terrasses de café qui s'installent. Eux, ils continuent à se faire baptiser, à faire des processions, à faire des messes dans des églises détruites. Ils risquent leur vie. Ils le savent. Je suis scotchée. C'est la foi dans le Christ, c'est normal. C'est la foi, voilà. Il y a beaucoup de leçons à recevoir de tous ces chrétiens persécutés dans le monde et qui affichent leur foi, mais avec une détermination encore plus forte. J'espère que ce mouvement, cette vague, elle va arriver aussi ici. On commence à voir quand même frémir des choses. En tout cas, en 2015, ça n'arrivait pas. Et certes, l'État islamique a attaqué un pays dit chrétien. Après, je ne le reproche pas évidemment. Après, les victimes, je ne suis pas sûr qu'elles étaient. Non. Elles étaient d'origine, de culture. Après, bon. De toute façon. Mais est-ce que parmi peut-être ces victimes, il y en a qui t'ont parlé de foi, de Dieu, de quelque chose? Non. Aucune? Non, j'ai pas. Non. Alors, parmi celles que j'ai interrogées, je dirais qu'à part Jesse Hughes, il n'y a pas. Ce n'est pas revenu dans la conversation. Il y en a qu'un qui m'a parlé effectivement de foi, c'est ce médecin marocain qui a été le premier à être blessé finalement en dehors du Bataclan, qui m'a parlé de foi. Par exemple, aucun n'a pu te dire, tiens, parce que des fois il y a des basculements vers la religion, vers la spiritualité plutôt. Alors attention, parce qu'on survit à quelque chose. Mais alors, comme je te dis, attention, on est quelques mois seulement après. C'est vrai. Donc c'est trop tôt. Là, on est encore, pour beaucoup, dans l'état de sidération, on est encore dans la rage. C'est frais, hein. Donc, effectivement, faire un livre 10 ans après, peut-être que ce serait intéressant de voir le cheminement de certains d'entre eux. Pour l'heure, ce n'était pas le cas. Mais c'était très frais. C'était très frais et je crois qu'il y avait, par contre, ce qui ressortait, c'était pour beaucoup la culpabilité d'être en vie quand d'autres étaient morts. Il y a, vous savez, la culpabilité du survivant qui est là, qui est bien là. Il y a la haine, la rage, il y a les questionnements. Moi, il y a quelque chose, il y a une image qui m'est restée parce que c'était l'enregistrement des sapeurs-pompiers dans les terrasses et qui fait vraiment penser à la scène de guerre. C'est qu'à un moment donné, il y a un jeune homme qui tient une femme dans ses bras et qui interpelle tous ceux qui sont là autour et qui dit venez m'aider, c'est ma sœur, elle est blessée, venez m'aider. Et il y a un secouriste qui arrive et qui lui dit on peut rien faire, elle va mourir, soyez simplement là, assistez-la. Scène de guerre, elle ne peut pas être sauvée, ou du moins, ça prendrait trop de temps. Il faut choisir. Et c'est ça qu'il faut dire aussi. C'est que la guerre, les scènes de guerre, le théâtre de guerre, quand on soigne, c'est pas le secourisme tel qu'on le connaît malgré nos infrastructures hyper modernes, notre cohésion qui, se fait de moins en moins, mais se fait quand même. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, on est face à une réalité qui fait que on va sacrifier des gens. On les double sacrifie. Le terrorisme les sacrifie. Et ensuite, effectivement, comme c'est un état de guerre, pour le bien commun, ils doivent être sacrifiés. C'est terrible à entendre. C'est terrible à le dire aussi. Et c'est terrible à le dire. Ouais, c'est terrible à le dire. Moi, ça m'a... je crois que ça m'a... Bon, pourtant, j'ai vu des morceaux, des machins, des choses gore. Ouais. Mais là, cette phrase, dire
soyez avec elle. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire. Le mieux, là, c'est de l'assister dans ses derniers moments, dans son dernier soupir. Ouais, c'est vraiment poignant pour le coup. Enfin, je veux dire, euh, Ah oui, moi, c'est, ouais, c'est... on sent l'émotion là, d'ailleurs. Bah ouais, oui, enfin, comment ne, comment ne pas l'être, quoi. Et est-ce que depuis ces 10 ans, est-ce que tu penses que les gens, je parle pas des victimes, mais je parle des Français en général, ou des Parisiens peut-être, ou des riverains, ont oublié cette situation, ou alors, Je crois que maintenant, alors là, on y pense, mais je crois que maintenant, on est dans l'immédiateté des choses. Il y a 15 ans encore, même avant, je pense, il y avait moins ce flot et ce flux d'infos où tout se vaut. Voilà, maintenant, il y a une espèce de volonté d'égalitarisme et finalement, on voit des infos arriver qui sont très différentes et elles se valent toutes. Que ce soit les problèmes d'une TikTokeuse ou les attentats du Bataclan, ils vont être traités à peu près dans la même salle. Évidemment, j'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant... le pire c'est que tu n'exagères pas. À peine. C'est-à-dire qu'une actualité chasse assez vite l'autre. Et là, on va y penser, oui, on va y penser, on va mettre son petite bougie place de la République. Et puis après, voilà, la page est tournée parce qu'il y a une autre info qui va venir. Et le flot d'informations avec en plus notre conscience qui est de plus en plus, notre mémoire qui est de plus en plus celle d'un poisson rouge, qui tourne dans son bocal avec les mêmes images qui reviennent, font que finalement tout se banalise. Et oui, sur le moment, on va avoir peur de prendre le métro peut-être le jour du 13. Et puis le lendemain, bah voilà, la vie, elle reprend son cours. Tant mieux si elle reprend son cours. Mais on évacue les situations de fond. Finalement, il ne reste que le décorum, et ce décorum, il a été bien mis en place, effectivement, dans la soirée de commémoration, avec les bougies, avec On chante l'amour, c'est tout juste si on n'a pas eu le droit, pitié, j'imagine, de John Lennon. Moi, je peux pas. Moi, je pense que ça ferait fuir un terroriste, pour le coup, parce que voilà, c'est ces images qui vont rester. Les petites bougies, les cœurs qui battent, les gens qui... Mais moi, tu vois, je suis toujours surpris. Comment un peuple qui a gagné le plus de guerres dans l'histoire, voilà, mais c'est ça, hein, Bah oui, qui a conquis le monde, qui a fait tant et tant, est devenu voilà, l'apôtre John Lennon et les cœurs avec les doigts, etc., les bougies. non, pas les doigts. Bah si, comme ça, avec les doigts. Ah Là. oui, cœur Les cœurs avec les doigts comme ça, là. Ouais. Voilà. Enfin, comment Ouais. ce peuple s'est transformé en, je sais pas, Ah bah, je sais même pas comment le oui, définir. l'espèce de chamallow. Voilà. Oui, alors c'est Alors vrai je sais qu'à l'époque, Johnny chantait, que je n'aime pas du tout, je vous le dis, le Christ est un hippie. Voilà. Alors je sais que les années Oui. 60 ont été Ah. obligés enfin, mais bon, mais quand même. Comment quand t'as eu, je sais pas moi, Napoléon, t'as eu Louis XIV, Charlemagne, etc., Ah bah, Clovis. Ouais, alors je pense qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs choses. Je pense que ça, c'est un autre débat encore. Mais on peut très rapidement se dire que on a voulu absolument culpabiliser les sociétés occidentales d'avoir été colonisatrices. On a voulu les punir aussi d'avoir eu de tels progrès scientifiques, architecturaux, culturels. On a renversé totalement, encore une fois, c'est une renversion des valeurs. Inversion des valeurs. Ah ouais, non mais là j'ai du mal, inversion des valeurs. Quoi que renversion, écoute, c'est pas mal quand même, renversion des valeurs. C'est une inversion des valeurs où le coupable devient victime, où nous devenons des bourreaux, nous avons occupé la scène du monde pendant suffisamment longtemps, laissons notre place, et il faut se battre la coulpe, il faut surtout oublier son histoire pour se fondre dans un grand projet mondialiste qui fait que nous serons un jour tous de la même couleur, de la même obédience. C'est un projet totalitariste, totalitariste, oui, je l'ai bien dit cette fois-ci, c'est bien, en réalité, et qui vise à produire une forme d'égalitarisme par le bas, bien évidemment, où on veut couper les individus de toute racine. Et évidemment, ça aboutit à un peuple qui est dans l'immédiateté des choses, dans l'émotion, qui n'est plus dans la raison. Je crois que derrière, il y a un vrai projet.
Mais mondialiste. bien sûr qu'il y a un projet, et je pense que c'est pas que occidental, pour moi c'est vraiment républicain, français. Alors voilà, il y a ça Et, aussi. et je vais Ouais. te le dire pourquoi. Tiens, je vais prendre l'anecdote qui est très bête, hein, pour le coup. Quand j'étais gosse, il y avait Arnold et Willy. Mm. Tu te rappelles Arnold et Willy? Et je me rappelle cette chanson là, le tous de différentes couleurs, Ouais. machin. Et ben j'ai écouté la version américaine. Et ça s'appelle pas Arnold et Willy, ça s'appelle Different Stroke. Alors je sais plus ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est et la chanson c'est un truc un peu de je suis un gagnant, j'ai beau venir d'Harlem, Ouais, je vais c'est ça. réussir et tout. Ouais, c'est pas Et- du tout la même mais chose. c'est pas du tout Ouais, la ouais. chanson française. C'est-à-dire que ça a été changé à l'époque par l'idéologie dominante qui était celle Ouais. de Julien Drey. D'ailleurs, je ne comprends pas que Julien Drey puisse être aujourd'hui porté au nu par CNews et compagnie alors qu'il a fait tellement de Il a mal fait beaucoup de mal. à la Ouais. France et que Julien Drey devrait être traité, et c'est mon avis, bon je pense que ce sera coupé pour le MP3, tout ça, mais bon, c'est pas grave, hein, je le dis quand même. Pour moi, c'est un traître à la patrie, Ouais. je le dis très sincèrement. Je suis d'accord. Et donc, du coup, la République des Lumières, etc., a fait, au final, avec les droits de l'homme, du citoyen et Oui, compagnie, c'est ça, tout le c'est- tralala, qui doit être expurgé, eh ben, a fait le peuple actuel. Oui, surtout qu'on ne parle plus de France. Alors, c'est d'ailleurs, tu parles de République. C'est très curieux comment il y a des mots bannis maintenant de la langue française, enfin du discours politique. Là, quand on a célébré justement cet anniversaire des événements du 13, on n'a pas tellement parlé de la France, on a dit que c'était la République qui était atteinte. Et on n'a pas parlé d'islamisme, en réalité. On a parlé de la barbarie, de la terreur, de l'horreur, de gens méchants qui viennent. Donc les mots sont gommés, donc on ne sait plus qui on est, et on ne sait plus qui on a face de soi. Donc dans ces cas-là, à qui en vouloir? On noie la sémantique approximative, fait que de toute façon, maintenant, on n'est plus capable d'identifier l'ennemi et on n'est plus capable de s'identifier soi-même. Donc, autant dire qu'on est complètement perdu, livré au chaos et très vulnérable. Parce qu'on ne se bat pas pour la République, on se bat pour la France. Donc, à partir du moment où c'est la République qui est en jeu, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui vont prendre les armes. Si on vous dit que c'est votre héritage culturel, votre patrimoine, votre cœur, vos tripes, et que la France, d'où qu'on vienne, il y a des personnes qui l'aiment, il y a des personnes qui l'ont prise en marche, cette France, et qui l'aiment, je pense qu'on fédère beaucoup plus de gens qu'avec la République. Alors, un auditeur nous appelle, nous a dit en janvier 2015, on était passé en alerte Sentinelle. Un militaire de l'opération Sentinelle avait mis en joue avec son FAMAS des terroristes. Sa hiérarchie lui a interdit d'ouvrir le feu car la France n'était pas en guerre. Par ailleurs, le Bataclan était vendu le 23 septembre, coïncidence. Je ne connaissais pas ça, Non, j'avoue que sur le militaire. Ouais, je sais pas. Alors après, les militaires, c'est pareil, ils ont des ordres. Attention, on est encore dans cette idée de hiérarchie où un militaire, il appuie uniquement s'il a des ordres. Donc voilà, je saurais pas répondre. Je pense qu'il faut pas être complotiste outre mesure non plus. Non, mais on n'est pas complotiste. Là. Non, C'est pas du complotisme. Peut-être que c'était une information réelle. Non, mais Et sans il faut se doute. poser la question. Oui, voilà, on peut toujours se poser des questions. On peut toujours se poser des questions, bien sûr. Moi, ce qui m'a choqué, alors en parlant, et pardon pour votre auditeur, mais je reçois l'information et merci pour cette information pour laquelle j'étais pas au courant pour ce 15. Mais alors après, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est en parlant du Bataclan, justement, 2 ou 3 ans plus tard, enfin, Médine au Bataclan. Le rappeur Médine au Bataclan. Le type qui prône le djihad dans ses chansons, clairement. Comme une provocation, je crois que c'était 2 ans après. 1 an ou 2 ans après. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de gens qui se disent ouais, on va mettre sur la scène, là, il va bien piétiner, là où il y a eu un charnier, parce que c'est un charnier, on va mettre les gens qui écoutent et applaudissent un mec qui chante le djihad.
À quel moment Mais c'est toujours, ça- ça- mais c'est toujours le même qu'est-ce qui se propriétaire ou pas? Alors, non, Ou ça a changé? ça a changé, je crois. Ça a changé, D'accord. il me semble. Alors, je veux pas dire de bêtises, hein, mais à Mais- vérifier parce que voilà. Bon, mais moi je te connais bien et là je sens que tu es rempli aujourd'hui d'émotions. Ouais. D'en reparler, j'ai l'impression que là ça te fait remonter certaines choses. Oui, oui, parce que alors c'est vrai que cette enquête, elle est ancienne maintenant, mais ça a été assez intense et je crois que quand on est français, de toute façon, enfin voilà, on peut pas être indifférent, on peut pas être insensible. On peut être qu'en rage. Et la rage, il y a des rages qui sont bonnes, c'est-à-dire que la rage, c'est aussi quelque chose qui vous fait tenir. Hein. C'est pas être enragé et baver simplement parce parce que c'est un renard qui vous a mordu. Non, la rage, c'est aussi un système de défense, c'est aussi un système de combat. Et je pense que on doit tous être en vigilance, sentinelle, Bien sûr. nous-mêmes déjà. Alors, l'émission finit dans 1 minute 30. Chère Marie Pinsard, journaliste, dis-moi, ton actualité du jour, enfin de maintenant, quoi, je veux dire. Là, plutôt. mon actualité, Oui. bah écoute, là, je suis très centrée sur l'enseignement pour l'instant. D'accord. Donc là, mon actualité du jour, bon, à part je vais faire un article bientôt sur une pièce de théâtre que j'ai vue qui concerne Danton et Robespierre, voilà, Gaîté dans Causeur. Et je suis en train de préparer un livre dont... Sur quoi Robespierre. Sur Robespierre. Ouais. Robespierre, la face cachée, la face d'ombre ou, Ouais, non, c'est plutôt une actualité robespierriste. Parce qu'il revient à la mode voilà. chez LFI. Ah, bah il a toujours été à la mode, hein. Il ne faut pas oublier que Jean-Luc Mélenchon se proclame robespierriste. Bon, voilà, comprenne qui voudra. Il y a aussi, comment il s'appelle, Tristan Corbière, qui a demandé à Robespierre de venir. Alors, bon, Avec sa guillotine. Oh bah oui, tant qu'à faire, je pense que oui, très certainement. Je voudrais juste terminer, excuse-moi, Vas-y. je sais pas si on a le temps, il faut absolument que je retrouve la page. On a Ça va 10 être secondes, très hein. très dur. On a 10 secondes, non, je retrouverai pas la page. Bon. Mais en tout cas, au moment où les terroristes sont rentrés dans la salle, Eagles of Death Metal chantaient leur chanson qui s'appelle Kiss the Devil. Embrasse le diable. Merci à toi, chère Marie Pinsard. Le 21 novembre, 19h, au centre culturel et culturel russe du quai Branly-Chirac sur Europe-Russie, Milan ensemble avec des historiens. Gratuit, inscription par QR code. Allez-y, moi j'y serai le 21 novembre, 19h. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Ah là là, j'ai dépassé. Passez une excellente journée. La semaine prochaine. Salut, ciao. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.